La mémoire. Le terme mémoire réfère à différentes choses selon le genre, le nombre, le domaine et le contexte. Cognitive, la mémoire est la faculté de l'esprit ayant pour fonction d'enregistrer, conserver et rappeler des messages. On distingue la mémoire sensorielle, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, ainsi que la mémoire collective qui désigne les souvenirs partagés au sein d'une collectivité. De plus, la mémoire en sciences humaines désigne à la fois la capacité d'un individu ou d'un groupe humain de se souvenir de faits passés et se souvenir lui-même. La première méthode de mémoire, l'art de mémoire, appelée aussi méthode des lieux, est historique. Elle a été inventée par le poète Simonide de Céos au VIe siècle, selon le récit quelque peu légendaire de Cicéron dans De Orator. Cette méthode est utilisée depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle et voit la prospérité de la mnémotechnique et aux praticiens modernes et aux hypermnésiques. Elle est utilisée aussi en Inde au IVe siècle sous la forme du tantrisme, tantrayana, qui contient des éléments semblables à l'hindouisme et en particulier au shivaïsme cachemérien. En 1629, René Descartes s'est intéressé aux moyens d'accès à la connaissance, les règles pour la direction de l'esprit, règles qu'il emploiera dans la suite de sa carrière philosophique. On retrouve le terme mémoire dans des expressions renvoyant à la mémoire en tant que telle. Exercer, cultiver sa mémoire. Écrire quelque chose de mémoire. Réciter des vers de mémoire. Jouer un morceau de musique. L'exécuter de mémoire. Avoir la mémoire des mots, des noms propres, des personnes, des faits, des sons. Se rappeler particulièrement bien les noms propres, les mots, les personnes. Mémoire locale. Celle qui retient particulièrement la disposition et l'état des lieux et des choses. Action de se souvenir. On retrouve aussi le terme mémoire dans l'informatique en tant que dispositif semblable à la mémoire, permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des données. Et dans la philosophie, où la mémoire est la faculté de l'esprit d'enregistrer, conserver et rappeler les expériences passées. Des études menées sur la mémoire ont permis de trouver le modèle modal de la mémoire, le plus influent des modèles structuraux de la mémoire. Le modèle modal divise la mémoire en 3 sous-systèmes, registre sensoriel, mémoire à court terme et mémoire à long terme. Les 3 composantes de la mémoire dans le modèle modal sont le registre sensoriel. Il peut retenir une grande quantité de messages sous forme visuelle pendant un temps extrêmement court, quelques millisecondes. Ce processus est différent du phénomène de rémanence visuelle. La mémoire à court terme, MCT, ou mémoire de travail, elle contient un nombre limité d'éléments, stockés sous forme verbale pendant quelques secondes. La mémoire à long terme, MLT, correspond à notre conception intuitive de la mémoire. La MLT ne connaît pas en pratique de limite de capacité ou de durée de mémorisation. Nous notons que la notion de mémoire à court terme a ensuite été profondément renouvelée par le concept de mémoire de travail. Qu'il a été trouvé une distinction dans la mémoire explicite entre mémoire sémantique et mémoire épisodique, mémoire des faits importants de la vie personnelle. Que pour expliquer la production du concept de l'écoulement temporel, il est nécessaire de faire appel au concept de métamémoire ou métamnèse, c'est-à-dire une mémoire de la mémoire, caractérisée par le souvenir des variations de celle-ci. La métamnèse permet à l'esprit de s'abstraire du présent et d'imaginer un cours du temps en considérant la succession des souvenirs de ces états de mémoire ou plus précisément encore le souvenir des variations de sa mémoire. Cette propriété serait aussi nécessaire à la constitution de la conscience de soi. Que la mémoire collective et historique est sélective, elle évolue aussi avec le temps, notamment car les faits importants marquent plus la mémoire durant l'adolescence et chez le jeune adulte, pic de réminiscence. Quand une génération grandit, les faits importants qui ont marqué ses membres durant leur jeunesse annulent les faits importants, marques qui ont marqué la génération précédente, opérant une mise à jour de la mémoire collective. Et que les zones de convergence-divergence sont vraisemblablement les lieux d'enregistrement
et de reproduction des souvenirs et d'autres formes de mémoire à long terme. Dans la culture française, le mot mémoire, comme dans un souvenir, reflète les expériences et les souvenirs du producteur. Le mot mémoire n'a pas de traduction anglaise directe. La mémoire édétique. Notons aussi que la mémoire édétique, mémoire photographique ou mémoire absolue, est la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. Comme nous l'avons déjà observé, des cas ont été rapportés où la mémoire édétique aurait donné à des individus la capacité de maintenir durant une courte durée une mémoire presque parfaite d'une image présentée pendant environ 30 secondes, comme si l'image était toujours là. Comme pour toute autre mémoire, l'intensité du souvenir dépendrait de plusieurs facteurs tels que la durée et la fréquence de l'exposition au stimulus, l'observation consciente, la pertinence de la personne. Depuis la controverse scientifique sur la mémoire édétique, on trouve le thème de la mémoire édétique utilisé dans des productions où l'on considère la mémoire édétique comme une légende et un mythe sans fondement. D'autres cas de mémoire édétique ont été rapportés où des individus se rappelaient le contenu de 12 000 livres. Ils lisaient un livre en 1 heure et le retenaient. Un autre exemple plus frappant encore parce que plus directement visuel, dont les performances montrent clairement une capacité de mémorisation quasi photographique. En 1925, le terme édétique de la mémoire édétique se traduit en allemand édestis, en grec ancien édétikos, rationnel, visible par la raison, la pensée, dérivé de édo, voir, et désigne la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. La mémoire absolue. On retrouve le terme mémoire dans des mots, des expressions, parfois même philosophiques et linguistiques, renvoyant à la mémoire en tant que telle et à l'absolu, qui n'est pas relatif, qui fait sens par lui-même et non par rapport à quelque chose, qui n'est régi par aucun mot exprimé dans la proposition en parlant d'un ablatif ou d'un génitif, ce qui existe indépendamment de toute condition. Dans la philosophie de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, certains philosophes reprendront en l'adaptant cette thématique, affirmant l'absolu, esprit ou moi absolu va consister en un processus dialectique de négation infinie qui porte en lui tout ce qui lui est autre, le fini, le déterminé, le différencié. Le concept d'absolu, des absolus relatifs, peut renvoyer en philosophie à différents champs d'interrogation philosophique. On peut ainsi évoquer des absolus ontologiques, la substance, le système, l'un, c'est-à-dire l'absolu envisagé comme principe premier dont toute chose dérive, mais aussi moraux, bien absolu, mal absolu, devoir absolu, esthétique, beau absolu, épistémique, vérité absolue, erreur absolue. Le mot absolu paraît en français vers 1100, avec le sens latin de sublime. Certains producteurs parlent de l'absolu phénoménologique. L'a priori du temps débouche sur l'idée d'une conscience absolue, ayant comme sa propre temporalité, absolument indépendante de la temporalité objective. Il parle ainsi de l'absolu phénoménologique, l'immanence de l'absolu, à lui-même signifie ici qu'avant toute constitution d'un sens, le sens de toute constitution existe et reste en soi-même et en soi seul avec la nudité du fait. Il y a une vie de l'absolu qui est antérieure à la vie de la conscience et constitutive de celle-ci. Au sens courant, la liberté est perçue comme l'absence de contrainte qui accompagnerait la conscience d'un pouvoir indéterminé et la capacité d'un commencement absolu. Pour Platon, dans sa première de l'absolu en soi, le bien est le terme où s'arrête la pensée. C'est un principe anhypothétique, c'est-à-dire inconditionné, mais sur lequel l'être et la connaissance se fondent. Dans le Parménide, Platon admet d'abord l'un absolu au sens de séparer, un supérieur à toute distinction et attribution, au point qu'on ne peut pas même dire qu'il existe. Ensuite, il pose l'un absolu au sens de total, un qui est pure multiplicité. Finalement, il semble admettre un multiple, un principe qui est unité de multiplicité, ce dont on parle aussi en Inde avec la Kundalini, comme guide ou initiatrice du tantrisme. D'après certaines études du XIIe siècle sur l'intellect séparé, il y aurait une possible comparaison entre la Kundalini du tantrisme, l'anima de l'hindouisme et les doctrines d'Aristote, celles de l'école d'Alexandrie sur l'émanation. Et il devrait être possible d'enseigner sur l'existence d'une intelligence universelle
à laquelle tous les hommes participent et dont l'intelligence est immortelle. Les âmes particulières sont altérables. Notons également que le monde est unité essentielle et qu'il n'y a pas lieu d'opposer la société idéale et la société réelle. Humain et biophysique ne sont que les deux faces d'un seul et même être, l'un, l'absolu. C'est du sein de l'absolu que naissent biophysique et esprit, coexistant et se développant parallèlement dans une parfaite identité. Les contradictoires procèdent d'un absolu indifférent à l'objectif et au subjectif, d'une unité indifférenciée. Il ressort que le rythme de la biophysique est le même que celui de l'esprit. C'est cette théorie qui se trouve identifiée sous l'appellation de philosophie de l'identité. Que l'un des caractères généraux de l'absolu est la mémoire de l'être en tant que tel, l'absolu est indéterminé, comme il échappe à toute détermination. L'absolu est nécessairement unique. Et qu'une des voies d'accès à l'absolu en soi est la voie d'accès négative. La philosophie négative qui passe par l'exhaustion des possibles et le savoir, où l'esprit part du contingent, du potentiel élémentaire, traverse toute la gamme des possibles pour aboutir à l'être lui-même en tant qu'essence suprême. La philosophie positive adopte la voie opposée. Elle part de l'absolu, elle chemine à travers les êtres, les essences existantes, et au terme de la descente, elle reconnaîtra l'absolu qui est à l'origine de sa déduction. La mémoire hypermnésie. La mémoire hypermnésie du grec hyper, avec excès, et mnésis, mémoire, appelée également exaltation de la mémoire, est caractérisée par une mémoire autobiographique extrêmement détaillée et un temps excessif consacré à se remémorer son passé. Il a été suggéré que la mémoire autobiographique supérieure est intimement liée avec certains types de synesthésie. La mémoire autobiographique, bien qu'incroyable, est également sélective et même ordinaire à certains égards. On trouve le thème de la mémoire hypermnésie utilisé dans quelques productions. Je retiens même ce que je ne veux pas retenir et je ne peux pas oublier ce que je veux oublier. Propos attribués à Thémistocle par Cicéron. Sherlock Holmes 1 et 2 de Guy Ritchie, où, dans le 2, Holmes répond à la question « Que voyez-vous » ? Absolument tout, tel est mon fléau. Nos limites, série télévisée de Luc Besson, saison 3. Le lieutenant Reda Belkacem souffre d'hypermnésie, ce qui lui permet de se souvenir de chaque article de la Constitution et des lois françaises, série. La mémoire allocentrée. La mémoire allocentrée se caractérise par des émotions sociales secondes ou secondaires, complexes qui sont centrifuges ou allocentrées, centrées sur l'autre ou la situation. Elles sont plus connues et plus facilement reconnues puisque plus conscientes et plus médiatisées. La mémoire en tant que telle apparaît dans la culture française au travers des légendes, de la littérature et du cinéma. Elle se transmet tel un souvenir allocentré par le biais de ces productions artistiques réalisées par des producteurs reconnus et médiatisés. Ces productions étaient réalisées dans un but de fondement d'une mémoire de la mémoire, du savoir scientifique et autobiographique, du bien et de l'absolu, dans la volonté de naître, coexister dans une parfaite identité, une conscience de soi et une unité du fait. Elle dévoile souvent l'étude du thème de la mémoire culturelle, de la diversité culturelle européenne ou du multiculturalisme, cité avec une intensité plus ou moins importante, un principe moral, esthétique et une conscience de l'exhaustion des possibles pour aboutir à une parfaite identité, à une essence suprême et à une mise à jour des faits importants d'un monde réel en opposition avec un monde idéal, pour aboutir à un monde idéal sans opposition à un monde réel, exaltant la mémoire et amenant très souvent à imaginer un cours du temps. C'est cette même mémoire qui a fait évoluer les cultures européennes, indiennes ou les exceptions culturelles sans origine culturelle et qui de nos jours est une thématique à l'origine de nombreuses études scientifiques.